Calme. J'espère que le Zoom va tenir. Hier, ça a coupé 3 fois, c'est bizarre. Ok. Donc, bah, bienvenue, je suis content de vous revoir. Et normalement, on était à la 175. Ouais. Oui, Je crois qu'on était au premier paragraphe de la 175. On parlait des conditions valides auto-certifiantes et hétéro-certifiantes, si vous vous souvenez. Ouais. Vous vous souvenez de ce que ça voulait dire? non, moi je sais plus. Ouais, par exemple, si on regarde au loin, il fait nuit, on voit une couleur rougeâtre. Ouais, donc ça, on se dit voilà, donc c'est valide au regard de la couleur. Et ensuite, on se rapproche et on voit que c'est la couleur rougeâtre du feu. Et donc, on pourrait dire que la première cognition valide, c'est une cognition valide hétérocertifiante au regard de la nature finale de cette couleur rougeâtre. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une autre cognition valide qui va confirmer en effet que c'est de la couleur rougeâtre, mais la couleur rougeâtre de quelque chose. Et la Mm. seconde, on pourrait dire, par exemple, si vous voyez tout de suite du feu très proche de vous, vous voyez la couleur, vous voyez que c'est la couleur du feu, c'est dans ce cas-là une cognition valide auto-certifiante. Vous n'avez pas besoin d'une cognition valide supplémentaire pour certifier qu'il s'agit de ça. Ouais, ouais, Mhm. ça vous parle? C'est comme si elle Oui, était, oui. pardon, j'allais dire directe auto-certifiante. En fait, elle passe, il n'y a pas d'autres médias, alors que l'autre, il y a quelque chose qui, enfin, c'est pas indirect, mais non. Mais c'est un peu, c'est un peu une doublette. On a besoin, on a besoin Mm. d'une double cognition Mm. valide, un peu comme à la pétanque. On a besoin d'une double cognition valide qui va confirmer la première et approfondir la première d'une certaine manière, parce que la première ne certifiait pas nécessairement que c'est la couleur du feu. Ouais, D'accord. très bien. Oui, Valérie. Mais en fait, c'est là je me suis posé déjà la question la dernière fois, mais c'était. Oui, bon, bref. En fait, est-ce que c'est pas un truc fractal après? Donc, je vois le feu, après, je vois le feu. Enfin, d'abord, je vois la couleur rouge, après, je vois le feu, après, je vois que c'est un feu de bois, après, je vois que c'est un feu de bois qui a été fait par machin, et puis ça peut continuer comme ça, de manière Oui, ça fractale, quoi. pourrait. Exactement. Ça Et pourrait. c'est là que, à la fin, j'arrive vraiment au bout. Au bout, Oui, et quand je suis au bout, je suis parfaite, ou je sais pas, éveillé. éveillée. Exactement. Parce- On pourrait dire ça. On pourrait dire ça, c'est comme quand on apprend la physique, n'importe quel domaine. Au début, on a une compréhension assez limitée, puis après, la limite est repoussée, repoussée, repoussée comme une fractale, exactement. Et on pourrait se dire ça, on pourrait se dire que la limite, c'est vraiment l'éveil. Ouais. Donc, c'est pourquoi on pourrait se poser la question, est-ce que savoir que c'est la couleur du feu, très bien, on l'a réalisé, mais on ne sait pas encore, peut-être que c'est la couleur d'un feu de bois de hêtre. Ouais, on peut savoir que c'est la couleur d'un feu de bois, mais pas nécessairement un de bois de hêtre. Et un bois de hêtre qui a poussé dans les Vosges. Et un bois de hêtre qui a été récolté par quelqu'un, etc., etc. Donc, en effet, Par un moine. ou par des moines, etc. Je ne sais pas si les moines font Normalement, ils n'ont pas le droit de faire du feu. Mais le Bouddha les autorise. Donc, oui, on pourrait se poser la question pourquoi ils disent que quand on a réalisé que c'était la couleur d'un feu, c'était sa nature finale. Ouais, donc ouais, ça peut poser question, en effet. Donc là, dans le texte, ils disent que c'est sa nature finale, l'objet de compréhension finale. Mais on pourrait en effet objecter en disant, bah, on n'a pas nécessairement certifié que c'était un feu de paille ou de bois, et de quel bois, etc. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est une bonne question. Très bien, mais ils vont pas aussi loin dans le texte. Ils vont pas aussi loin que nous. Très bien. Donc, si on est au second paragraphe, on va dire, OK, il est possible de poser la couleur rougeâtre comme son objet de compréhension, mais la nature finale de son objet de compréhension est la couleur du feu. Ouais. La Ah, couleur rouge est seulement la mesure de l'apparence de l'objet et non la mesure de son statut réel. Ouais. mhm, Donc, c'est pourquoi ils ne vont pas plus loin. Ils vont dire c'est juste la mhm, couleur du feu. Ouais. mhm. Dans ce Très sens-là, bien. c'est final, oui, ok. Oui, ça, au Oui, ce parce qu'on sens-là. n'hésite plus entre les couleurs, c'est plus bleu ou rouge, enfin c'est plus bleu ou vert ou je sais pas quoi, c'est rouge. Et là, Exactement. c'est final dans ce sens-là, ok. Et c'est final dans le sens où on a réalisé que c'était bien la couleur rouge et du feu. Ouais, ça veut dire que, Mhm, je me souviens, il y avait un passage dans Recognizing Reality où Guéchet Dreyfus disait que s'il regarde son rocking chair préféré, sa conscience réalise son rocking chair. Il n'a pas besoin de savoir combien d'atomes il y a, etc. Mais c'est-à-dire pour mhm, réaliser un objet,
il n'y a pas nécessairement besoin de tout savoir de cet objet, c'est ce qu'ils vont dire. Mhm. Sinon, personne Oui, c'est d'entre ça. nous n'aurait de Mhm. cognition valide, il n'y aurait que le Bouddha qui en aurait. Ouais. Mhm. Mhm. Donc c'est peut-être Et, pour ça qu'il s'arrête juste à l'objet lui-même. Mhm. Ouais. Pour ça, et final. le, Ok. la cognition auto-certifiante, elle est uniquement pour des cognitions sensorielles ou Non. pour les deux? Oui, je pense que c'est aussi pour les perceptions mentales, j'imagine. J'imagine, ouais. Alors c'est vrai que c'est difficile de trouver des exemples de cognition valide autocertifiante et hétérocertifiante dans les perceptions directes. Par exemple, on pourrait dire que la cognition yogique, la perception directe yogique, si elle est valide, elle doit nécessairement certifier tous ces aspects. Donc, il y a pas, j'imagine que pour la perception directe valide, yogique, il n'y a pas de hétérocertifiante, j'imagine. Ouais. Mais pour une clairvoyance, par exemple, pourquoi pas? J'imagine que quelqu'un pourrait très bien voir l'esprit de quelqu'un, mais ne pas connaître cette personne, ne pas savoir qui c'est. Pourquoi pas? Mhm. Ouais. Mais c'est vrai que c'est surtout ici pour les perceptions sensorielles que c'est indiqué. Ouais. Très bien. Euh, Ok, donc c'est pourquoi une perception directe sensorielle qui l'appréhende ne perçoit pas la nature finale de l'objet de compréhension. Elle n'atteint pas un objet final pour lequel les surimpositions ont été éliminées. Si la couleur du feu ne résidait pas avec l'objet perçu, la couleur rougeâtre, la perception directe sensorielle ne surviendrait pas. Ok, donc il faut bien que le feu ait une couleur, sinon on ne peut pas dire qu'on voit du feu. Donc en gros, c'est un peu comme ça. Mais la conscience qui appréhende la couleur rougeâtre est incapable d'induire la certification de la couleur du feu elle-même. Elle est incapable de certifier le lien entre la couleur rougeâtre et la couleur du feu, qui est sa nature finale. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une cognition valide ultérieure, quand on se rapproche, Mhm. etc. Ouais. En fait, la couleur du feu est bien la cause de la perception directe sensorielle qui appréhende la couleur rougeâtre. Car si elle n'existait pas, une perception directe sensorielle appréhendant la couleur rougeâtre ne serait pas produite. Moi, c'était un débat qu'on avait avec Christine, je me souviens, je sais pas si c'était, je pense que c'était avec les anglophones, où on avait débattu sur le WhatsApp, est-ce qu'on peut voir du feu ou pas? Ouais, c'est comme vous le savez, le feu, c'est l'objet d'appréhension d'une conscience tactile. Et Oui, oui. donc, est-ce qu'une conscience visuelle peut voir du feu ou pas? Bah, tu vois sa couleur quand même, même si, Oui. après, t'en déduis que c'est du feu, mais au départ, tu vois une couleur. Exactement. Et Et les donc, formes des flammes, c'est quand même aussi d'une forme, parce que les flammes font une forme. oui, les Oui, flammes ont une forme, tout à exactement, fait. ont un contour et ont une couleur, exactement, tout à fait. Et donc, on pourrait dire que le contour de la flamme et la couleur de la flamme sont une même substance avec la flamme. Donc, c'est pour ça qu'on Mhm. peut dire qu'on peut voir du feu. La conscience visuelle ne peut pas réaliser le feu, parce qu'il faudrait réaliser chaud et brûlant, mais elle le voit quand même au travers de sa couleur. Ouais, Mhm. très Et même les bien. daltoniens voient du feu. Exactement, les Ah oui, daltoniens voient du feu. Exactement. Donc, bien sûr qu'eux, ils pourraient, à la rigueur, avoir une perception, une cognition erronée au regard de la couleur, mais pas au regard du contour. Ouais, ils Mhm. pourraient bien, en effet, voir le contour des flammes. Tout à fait. Sur un Génial. film noir et blanc, on voit le feu. Exactement. Tout à fait. Très bien, bah, c'est super. Donc, en fait, la couleur du feu est bien la cause de la perception directe sensorielle qui appréhende la couleur rougeâtre, car si elle n'existait pas, une perception sensorielle appréhendant la couleur rougeâtre ne serait pas produite, en effet. Mais cela ne peut pas être certifié par l'esprit qui appréhende la couleur rougeâtre, juste la couleur rougeâtre. La certification, ici, à chaque fois, on va mettre l'authentification, mais en général, on a l'habitude de parler de certification, doit être induite en dépendance d'une autre cognition valide qui survient après, après lui. Après elle, non? Ah oui, non, par Bah, l'esprit, ok. Ok. Donc après cet esprit, d'accord. Et c'est pour cette raison que la perception directe sensorielle appréhendant la couleur rougeâtre est appelée une cognition valide qui induit la certification par un autre, donc une cognition valide hétéro-certifiante. Voilà, elle a besoin d'une autre cognition valide pour confirmer, voire même approfondir, on pourrait dire, ce qu'est cette couleur. Ouais, c'est la couleur du feu. Très bien. Et donc, un autre ici, donc hétéro-certifiante, ou un autre, réfère alors à une cognition valide ultérieure. Et la certification réfère à la certification de la couleur du feu. Donc, en effet, c'est bien une cognition valide au regard de la couleur. Ouais, c'est une cognition infaillible. Elle réalise nouvellement cette couleur, mais elle ne réalise pas de quel objet c'est cette couleur.
Même si nous, on a l'habitude, en effet, de voir quelque chose de rougeâtre dans la nuit, on pourrait se dire, OK, c'est du feu. Surtout à l'époque où il n'avait pas de feu rouge, de feu de circulation, il n'avait pas de néon, etc. Donc, à l'époque, j'imagine que la nuit, tu voyais une couleur rougeâtre et tu pouvais te dire, bah, c'est du feu quand même, comme dans le livre de la jungle. Ok, très bien. Donc, afin de comprendre ce que sont les conditions valides qui induisent, donc qui sont hétérocertifiantes, on peut penser à une perception directe sensorielle dans le continuum d'un fils qui appréhende la forme de son père. La perception directe sensorielle a pour objet la forme de son père et la nature finale de cet objet et la forme du père. Ok. Donc, selon le Sautrantika, la forme du père doit exister en tant que mode d'être ou statut de l'objet. Si elle n'existait pas de cette façon, en même temps que l'objet, la perception directe sensorielle dans le continuum du fils qui l'appréhende ne pourrait pas être produite. Ouais, tout simplement, la forme du père et le père sont une même substance, ils sont une même entité. Très bien, pardon. Donc la conscience visuelle du Fils est elle-même capable d'induire la certification de cette connexion, à savoir la relation entre sa propre non-production si la nature finale de la forme du Père n'existait pas juste là avec l'objet sans avoir à dépendre d'une autre condition valide. Donc c'est un Fils quand même très intelligent. Il fait la relation, il fait la connexion. Donc il se dit, OK, si ce n'était pas la forme de mon père, je ne verrais pas la forme de mon père. Ouais, pourquoi pas. Très bien. Donc c'est quand même une cognition qui doit quand même être suffisamment en accord avec la réalité. Donc c'est pourquoi elle est appelée une cognition valide auto-certifiante. Ouais. Ainsi, ouais, c'est assez simple en fait, non? Les termes sont un peu compliqués, mais sinon c'est simple. Non? Je pense, oui. Ouais, quand même, hein. OK. D'une autre façon, les cognitions valides sont aussi bipartites, celles qui induisent l'authentification, donc la certification par elle-même, donc les auto-certifiantes et les hétérocertifiantes. La définition d'une cognition valide auto-certifiante, c'est une cognition nouvelle et infaillible qui est capable d'induire par son propre pouvoir la certification euh, qu'elle-même ne serait pas produite si la nature finale de son objet de compréhension ne résidait pas dans l'objet. Ok, voilà. Ouais, ça veut dire que on sait, si par exemple on a vu du feu, etc., on sait que la couleur qu'on a vue, c'est nécessairement du feu. Si quelqu'un a dit est-ce que tu as vu du feu, est-ce que tu as vu un départ d'incendie, etc., on le saurait, on ne pourrait pas douter. Ouais, donc c'est pourquoi c'est une cognition qui certifie qu'elle n'aurait pas pu être produite si on n'avait pas certifié que c'est bien la couleur du feu. Ouais, très bien. Donc si cette couleur ne résidait pas dans le feu lui-même. Donc, la définition d'une cognition valide euh, hétérocertifiante, c'est une cognition nouvelle et infaillible qui est incapable d'induire une telle certification, mais doit dépendre d'une autre cognition valide et conventionnelle ultérieure. Ouais. Donc, c'est ce qu'on avait dit, c'est-à-dire qu'il faut se rapprocher, et là, on dit, ah ouais, tiens, c'est la couleur du feu. Ouais. Très bien. Donc, la définition d'une cognition valide qui induit la certification par un autre, donc une hétérocognition valide, de Geshe-Jambel-Sampel est abrégée. Ouais. Donc, parce qu'il dit une telle authentification ou une telle certification, au lieu de répéter exactement mot pour mot. Donc, dans sa formulation complète, cela donne une cognition nouvelle et infaillible qui est incapable d'induire par elle-même la certification qu'elle-même ne serait pas produite si la nature finale de l'objet de compréhension ne résidait pas dans l'objet, mais doit dépendre d'une autre cognition valide ultérieure conventionnelle. Donc, ça donne une grande définition. Dans ce contexte, la cognition valide ultérieure conventionnelle ne réfère pas, comme dans le Madhyamaka, à une cognition valide qui analyse le conventionnel, par contraste avec l'analyse de l'ultime, mais réfère à une cognition valide qui connaît les conventions linguistiques. Waouh, ça c'est compliqué. Non? Oui, j'aimerais bien que tu fasses Oui. un petit résumé. Ah, Je n'ai Ouais. pas on- trop su. Ça veut dire que pour les Sautrantika, une cognition ultime, c'est une perception directe. Ouais, vous vous souvenez, c'est quoi la définition d'une perception directe? non conceptuelle et non erronée. Oui, une cognition. Cognition non conceptuelle et non erronée. Exactement.
une cognition libre de conceptualisation est non erronée. Donc, elle est non erronée, la perception directe. Elle est en accord avec ce qui lui apparaît. Ouais, elle ne se trompe pas vis-à-vis de son objet apparent. Donc, c'est ça que ça veut dire une perception directe pour les sauts atlantiques. C'est donc une cognition ultime, puisqu'elle est en accord avec la réalité. Ouais. Mais pour les sauts atlantiques, toujours, les cognitions conventionnelles, ce sont les cognitions conceptuelles. Ouais, parce que justement, elles sont erronées. Alors bien sûr, on pourrait dire, il y a aussi les cognitions fausses non conceptuelles qui sont erronées. Mais pour les sauts atlantiques, c'est surtout la différence entre perception-conception. Ouais. On pourrait parler des cognitions valides directes et cognitions valides inférentielles. Ce sera une autre façon de les formuler. Donc les premières sont ultimes parce qu'elles sont non erronées, alors que les cognitions valides inférentielles sont erronées. Donc elles sont conventionnelles. Ouais, vous vous souvenez, pour les sauts atlantiques, c'est quoi une vérité ultime? Ce sera les impermanents, non? Oui, ce seraient tous les impermanents, exactement. Parce que ce sont justement les objets apparents des consciences ultimes. Ouais, les perceptions directes. Vous vous souvenez de cette loi écrite en lettres de feu sur la voûte céleste turquoise? Parce qu'on a deux types d'existants, il y a deux types de perceptions. Exactement, parce qu'il y Donc, a deux types. ça veut Oui, dire que les ultimes, comme c'est des impermanents, c'est obligatoirement des conditions sensorielles, alors, enfin des conditions directes. Et, oui, entre cognition directe et cognition sensorielle, il y a quand même ouh là possibilité. là, il faut que l'année prochaine, À je 8h30 du réfléchisse. matin. Je réfléchisse. Les Ouais, sensoriels sont des directs, mais les directs ne sont pas forcément des sensoriels déjà. Et exactement. Ça après, veut dire que ben, ça peut être mental, ça peut être yogique, ça peut être autocognitif. Hum, Exactement. Donc, en effet, si c'est impermanent, ça doit nécessairement être l'objet apparent d'une perception directe, qu'elle soit sensorielle ou non. Ouais. mhm, Et donc, c'est ça d'accord. une vérité ultime, parce que c'est l'objet apparent d'une conscience ultime. Alors que les concepts et les phénomènes permanents sont des vérités conventionnelles pour les Sautrantika toujours, les Sautrantika qui suivent le raisonnement, parce que ce sont les objets apparents des consciences conventionnelles, les consciences conceptuelles. Ouais, ça vous Mais parle? ouais, cognition ultime et cognition conventionnelle, c'est en rapport avec vérité ultime et vérité conventionnelle? Exactement, ça veut dire que les vérités ultimes, qui sont les impermanents, sont les objets apparents des consciences ultimes, les perceptions directes, et les permanents, qui sont des vérités conventionnelles, sont les objets apparents des consciences conventionnelles ou les consciences erronées, les consciences conceptuelles. Ouais. Mhm, Et donc, en d'accord. effet, dans ce cas-là, ça n'a rien à voir avec le Madhyamaka, parce que pour le Oui, Madhyamaka, vérité conventionnelle, c'est quoi? une vérité conventionnelle? Oui. Euh, on va commencer par l'ultime. Une vérité C'est une ultime, c'est vérité quoi? conventionnelle, c'est ce qu'on, enfin, enfin, c'est qu'on existe en fait vraiment. Enfin, on a l'impression qu'on existe et ça c'est vrai en fait. Il y a bien quelque chose qui existe, mais d'un point de vue conventionnel. Comment dire? Ok. Je sais pas. Aide-moi, Vali, aide-moi. je sais plus. Ouais, ouais, je dirais bien c'est le monde qui nous entoure, mais bon, après, c'est un peu. Les mondes enfin, oui, Oui. je sais pas, je n'aurais pas donné une définition. Non. C'est-à-dire Oui, on qu'on a pourrait un dire. soi, on croit en un soi qui existe véritablement pour eux, le Oui. conventionnel. Enfin, c'est ça. Alors que l'ultime, rien n'existe de façon inhérente. Que ce Voilà, soit. c'est Oui. ça. Hum. On pourrait dire ça, en effet. J'aime pas quand tu dis. Mais. En effet, on va dire que, d'une manière générale, on pourrait dire que, en effet, pour les Sautrantika et les Vaibhashika, les vérités ultimes et les vérités conventionnelles, ça n'a rien à voir avec ce qui est libérateur. C'est-à-dire que c'est juste comment est-ce que la réalité est fabriquée. Ouais, Hum, ça veut dire que pour les Vaibhashika et les Sautrantika, vérité ultime, c'est tout simplement ce qui est pur et dur. Et les hum, vérités conventionnelles, c'est ce qui est un peu made in China. C'est un petit peu factice, un petit peu un petit peu pas pur et dur. Ouais. Alors que pour les Mahayanistes, les Chittamatrins et les Madhyamika, l'ultime et le conventionnel, ça a tout à fait à voir avec la façon dont on perçoit les choses et comment est-ce que ça nous aide sur la voie pour réaliser d'accord. l'éveil, le nirvana et l'éveil. Donc une vérité ultime, aussi bien pour les Chittamatrins que pour les Madhyamika, c'est un objet qui est réalisé directement en l'absence d'apparence dualiste. Ouais.
Et c'est ce qui permet de réaliser le nirvana et l'éveil, on pourrait dire, d'une certaine manière, en Mhm. général. Alors qu'une vérité conventionnelle, quand on la réalise directement, ça n'aide pas du tout à obtenir le nirvana et l'éveil. Et il y a des apparences dualistes quand on appréhende directement des vérités conventionnelles. Donc, en gros, ça jouerait aussi bien pour les Chittamatra que pour les Madhyamika. Ouais. Donc, une vérité ultime, ça veut dire que c'est ce qui nous aide à obtenir l'ultime, à réaliser le nirvana et l'éveil. Alors qu'une vérité conventionnelle, ça ne nous aide pas du tout pour ça. Ouais. C'est là où on peut faire la différence. C'est ce que dit Guichet Dreyfus dans un passage des deux vérités sur les quatre écoles que j'ai relu il n'y a pas longtemps, où il dit qu'en effet, dans ce passage, les Vaibhashika, les Sautrantika, c'est juste du point de vue ontologique, comment la réalité est fabriquée. Et pour les Chittamatra et les Madhyamika, pour les Mahayanistes, c'est gnoséologique, comme il dit. Ça veut dire c'est épistémologique, ça veut dire qu'est-ce qui fait que la vérité ultime peut nous aider à obtenir l'éveil, le nirvana, à nous libérer, alors que la vérité conventionnelle, non. Oui, mais si Ouais. on part, pardon, du principe comment la vérité est fabriquée pour les Sautrantika, si la condition ultime, donc la vérité ultime, c'est les objets impermanents. Comme il part Oui. du principe que les objets impermanents n'ont pas de substance et en fait ils dépendent, ils vont bien c'est une partie de, du raisonnement qui nous fera arriver au Madhyamaka. En fait, c'est bien une base, même si ça n'a rien à voir avec. Enfin, ça t'amène bien aussi un petit peu vers le nirvana quand même, non? Alors, Enfin, comment oui, à dire? condition de passer d'une école à l'autre. Ouais. Si on étudie le Sautrantika et qu'on comprend en effet qu'une vérité ultime, vous vous souvenez, c'est un phénomène spécifiquement caractérisé. Mhm. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est un impermanent. Un impermanent, et c'est spécifique dans le sens où ça a ses propres Ah, oui, caractéristiques. oui, oui. Ouais. Ça veut dire que c'est vraiment spécifique, c'est comme une pièce de puzzle. Elle ne peut aller nulle part ailleurs dans le puzzle. Elle doit nécessairement aller à sa place. Parce qu'elle est vraiment spécifique. Chaque pièce d'un puzzle est très, très spécifique. Ouais, ça, vous avez déjà fait des puzzles. Et donc, même s'il y a une pièce qui est exactement de la même couleur, mais si elle n'a pas la même forme, elle n'ira pas du tout à cet endroit-là. Ouais, donc pour moi, j'ai l'impression que c'est le symbole même de Swarlakshana ou des phénomènes spécifiquement caractérisés. Il a vraiment ses spécificités, il ne peut aller nulle part ailleurs que là où il doit être. Et donc, si on comprend ça, à ce moment-là, si on passe ensuite dans le Prasangika, Madhyamaka, dans ce cas-là, le Swalakshana, ou le phénomène spécifiquement caractérisé, va être l'objet de négation. C'est l'objet de négation derrière Nagarjuna, Acharya, Chandrakirti, etc. Et donc, c'est pourquoi, si on comprend bien le Sutrantika, ensuite, si on passe à une autre école, en effet, ça peut nous aider à comprendre l'objet de négation de la vérité ultime. Ça peut être très, 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 très utile. Donc, c'est pour ça qu'on étudie les écoles des plus grossières vers les plus subtiles, parce que les plus grossières nous aident à comprendre les plus subtiles. Ouais. Donc ici, en fait, ce que dit simplement la Rinpoche, c'est qu'en général, quand on dit c'était quoi? C'était vérité conventionnelle ou les conventions. Non, qu'est-ce qu'il dit? Dans ce contexte, l'objet, ah voilà, cognition valide ultérieure conventionnelle. Donc une cognition conventionnelle ultérieure, ça veut dire qu'elle est associée à du langage. C'est pour ça qu'elle dit c'est linguistique. Ouais, comme on a dit, on pense avec le langage en général. Ouais, quand on pense, par exemple, si vous apprenez une langue, vous apprenez à penser dans cette langue. C'est ça qui est magnifique. Quand on apprend le tibétain, on apprend à penser dans la culture tibétaine, on apprend à penser euh, dans le tibétain, ouais, en tibétain. Quand on apprend l'allemand, enfin moi je me souviens à l'école, on apprenait la culture allemande, on apprenait la façon dont fonctionne la linguistique, etc. Donc c'est passionnant, on pense avec le langage. Ouais. Donc c'est pourquoi en général ils associent les deux, les concepts et les termes. Ouais. Très bien. Et donc, tout ce qui est conceptuel, c'est conventionnel pour les sauts 30K, vous vous souvenez? C'est conventionnel parce que, C'est des permanents. Enfin, on peut faire des permanents à des concepts et des images, etc. Donc c'est pas, donc c'est obligatoirement des concepts, c'est du son, c'est une façon de réfléchir. Voilà. oui, on pourrait dire que une conscience conventionnelle, elle-même, elle n'est pas permanente, mais elle est erronée. C'est pourquoi c'est conventionnel. Ouais, une conscience conceptuelle, elle est conventionnelle parce qu'elle est erronée.
Ouais. Alors que les consciences ultimes sont non erronées. Ce sont les perceptions directes, etc. Ouais. Mhm. C'est ça qui fait la différence. Pour les Sotrantika, conventionnel égale erroné et ultime égale non erroné. C'est tout simplement ça. Ouais. Donc c'est pourquoi ils disent que ici, la façon dont c'est formulé dans ce contexte, la cognition valide ultérieure, conventionnelle, ne réfère pas, comme dans le Madhyamaka, à une cognition valide qui analyse le conventionnel. Ce n'est pas du tout ça. Par contraste avec une analyse de l'ultime ou une analyse ultime, mais réfère à une cognition valide qui connaît les conventions linguistiques. Donc c'est une cognition valide, on pourrait dire inférentielle. Donc, si je comprends bien, Ouais. il y a une pensée uniquement s'il y a un langage derrière. J'ai Et là, je suis pas l'impression. du tout d'accord. Je Ouais. suis pas du tout d'accord. Parce qu'on peut penser à quelque chose, un objet ou je sais pas quoi, sans qu'il y ait un langage. Les oiseaux, les corbeaux qui font tomber une noix par terre et font l'écraser par une voiture pour avoir la noix, ils réfléchissent pas. Il y a quand même des réflexions, il y a des sentiments. On peut réagir par un sentiment sans forcément mettre un langage dessus. Des fois, on dit aux Ouais. élèves, mets un mot dessus, ils sont incapables. Ils ont des espèces de raisonnements, mais sans langage. Ouais. C'est pour ça Enfin, que Jung dit. ça, Ouais. je bute un peu. Ouais, Et c'est pour des ça fois, que. moi, je sais pas dans quel. Je rêve à des roulements, des machins, mais je sais pas dans quelle langue. J'ai Ouais. réfléchi, je suis incapable. Donc, parce que comme j'ai le français, l'allemand, je pourrais aussi penser en anglais ou je sais pas. Je me dis, là, il n'y a pas de langage. Il y a juste un déroulement des faits, etc., quoi. Oui. C'est pour ça que Yonzin Pulbucha, quand il donne la définition d'une cognition conceptuelle, il dit que c'est une cognition intellectuelle qui appréhende le sens et le son comme susceptibles d'être mêlés. Donc le langage et Susceptible, le ouais, concept comme susceptible, ok. susceptibles d'être mêlés. C'est-à-dire qu'ils ne le sont pas toujours, exactement. Ouais. On pourrait Mhm. dire dans la plupart des cas. La plupart des cas, en tout cas, ben, on pourrait dire chez les humains, en effet. Après, je pense peut-être les animaux ont un langage, pas nécessairement articulé comme nous, mais les baleines communiquent, les oiseaux communiquent, les chiens de Oui, oui, prairie aux oui, oui. États-Unis communiquent, mais ils ont un langage qui n'est pas articulé comme nous, avec des mots, etc. Ouais. Mais en effet, on Oui, pourrait dire que dans beaucoup de cas, c'est non langagier, c'est non linguistique, en effet. Oui. Ouais, même oui. les fourmis qui sont capables Et les fourmis. de mettre des produits, des odeurs pour indiquer aux autres, ou les abeilles qui font des huîtres dans le ciel pour indiquer un chemin aussi. Donc, tout le Oui, monde a un langage, je pense. À partir du oui, moment où tu es en collectivité, tu es obligé de communiquer justement avec tous les gens qui sont autour de toi, que ce soit des animaux ou des humains, enfin, oui, il me semble. oui. Et Mais là, je c'est suis pas un d'accord, mais langage c'est pas. articulé. Oui, Ouais. Oui, mais c'est pas. C'est pas forcément. Les pensées ne passent pas forcément en langage, même si tous les animaux ont des langages. C'est ça que je veux oui. dire. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas de corrélation absolue. C'est pour ça cette fameuse définition comme susceptible d'être Ouais, mêlée, ouais, ouais, c'est-à-dire que ce n'est ouais. pas nécessairement le cas, exactement, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand on pense, et surtout quand on pense de manière, quand on apprend une définition, quand on apprend un définiendum, dans ce cas-là, c'est obligatoire qu'on apprenne un langage, ouais. Parce qu'un définiendum, c'est alors ce n'est pas qu'un mot, bien sûr, mais c'est la façon d'appréhender l'objet au travers de ce qui est défini. Ouais. Et quand on apprend la définition du feu, ça veut dire que, en effet, la définition n'est pas qu'une phrase dans le dictionnaire pour les Sotrantika, c'est l'ensemble des caractéristiques. Mais quand on dit feu, dans ce cas-là, on est obligé de connaître le mot feu. Ouais, quand on dit ah tiens, Oui, c'est la bien sûr. couleur du feu. Dans ce cas-là, c'est nécessairement conceptuel, non? Oui, 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 Ouais. oui, oui, je suis Mais en d'accord. effet, dans de nombreux cas, ouais, je serais tout à fait d'accord, dans de nombreux cas, on peut très bien penser sans avoir de langage. Par exemple, le fils de tout à l'heure qui se souvient de son père, il a l'image du père conceptuelle, mais Hum. pas nécessairement le mot papa. Pas nécessairement. Ouais, Quelqu'un qui m'effrayait, quelqu'un qui rentre chez moi sans frapper, tout d'un coup, t'as quelqu'un dans la porte. Bon, c'était une amie, c'est pas grave, mais j'ai Ouf. sursauté. Donc, il n'y avait pas de langage du tout. J'ai juste sursauté. Donc là, voilà. Oui, en effet. Et donc, dans ce cas-là, il y a bien un concept, mais pas nécessairement un terme, exactement. Donc, c'est là où, en effet, quand il dit, lui, ici, mais réfère à une cognition valide qui connaît les conventions linguistiques, c'est dans ce cas-là où on sait, bah tiens, c'est la couleur du feu. Ouais. Ou même si on ne le formule pas verbalement. Ouais, on le Hum, pense. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a nécessairement compris la relation entre chaud et brûlant et feu, etc. Ouais. En tout cas, ok. c'est ce qu'ils disent là. Mais on pourrait très bien
Imaginez qu'on se souvient de ce que veut dire feu sans nécessairement formuler feu dans notre conscience conceptuelle. Ouais, pourquoi pas. Ouais, en tout cas, ça veut juste dire qu'avant, on avait une réalisation de la couleur rouge, et ensuite, on se dit, ah, tiens, c'est la couleur du feu. Ah, Ouais. Et donc, on a une cognition conceptuelle qui semble, en effet, être nécessairement, dans ce cas-là, en tout cas, associée à des conventions linguistiques. Ouais, oui, je suis pourquoi d'accord. pas. Ok. Mhm. Très bien, impeccable. Donc, là, c'est le texte Racine. Lorsque les cognitions valides qui induisent la certification par elles-mêmes, donc les autocertifiantes, sont divisées, elles sont au nombre de 5. Les cognitions valides directes sensorielles qui ont pour objet une chose familière, les cognitions valides directes sensorielles auxquelles la capacité d'accomplir une fonction apparaît, ok. Les cognitions valides directes aperceptives ou autocognitives, les cognitions valides directes yogiques et les cognitions valides inférentielles. Ouais, ok, donc là, en général, les cognitions valides, on peut dire qu'il y en a deux. Et ensuite, celles qui sont, en général, il y en a deux, hein, il y a direct et inférentiel. Mhm. Ensuite, il y a auto-certifiante et hétéro-certifiante. Et ensuite, les auto-certifiantes sont elles-mêmes divisées. Et ici, il dit il y en a 5. Donc, celles qui ont pour objet une chose familière, celles auxquelles la capacité d'accomplir une fonction apparaît. Ok. Ensuite, les autocognitives et les yogiques et les inférentiels. Très bien. Donc, une illustration d'une cognition valide directe sensorielle qui a pour objet une chose familière est une perception directe sensorielle dans le continuum d'un fils qui appréhende la forme de son père. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'il le voit. Il le voit plusieurs Mhm. fois, etc. Et donc, il a l'habitude de le voir. Et s'il a réalisé qu'en effet, c'était son père, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'une autre cognition valide qui viendrait confirmer cela. Il sait déjà que c'est son père, et donc voilà, il le voit et c'est très bien. Ouais. Mhm. Donc, c'est une chose familière. Ouais. Ensuite, il dit, on pourrait aussi proposer une perception directe sensorielle dans le continuum d'une fille qui appréhende sa propre montre. Ok. C'est une conscience sensorielle qui appréhende n'importe quel objet familier. Cela suffit pour induire une certification de l'objet. Ouais, si on est bien réveillé. Si on est bien réveillé, si on est suffisamment lucide, on reconnaît que c'est notre objet, euh, que c'est notre tasse et pas notre téléphone, etc., etc. Ouais, parce que ça peut être une chose familière, mais on peut être un peu dans le cirage et ne pas le reconnaître. Ouais, ça peut arriver. Mais si on est dans les meilleures conditions, normalement, tout va bien. OK. Donc, une illustration d'une cognition valide directe sensorielle à laquelle apparaît la capacité d'accomplir une fonction est une perception directe sensorielle qui appréhende le feu. OK. Qui, pardon, appréhendant le feu, comprend que le feu est capable d'accomplir la fonction de cuire et de brûler, OK, d'être chaud et de brûler. OK, de cuire et de brûler. Très bien. On pourrait dire que, parce qu'il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Oui. Par exemple, est-ce que les vaches savent ce qu'est de l'eau? Par Oui, exemple. Mhm. je pense oui. Oui, Euh, exactement. Bah oui. Bah oui. Donc, ça veut dire qu'il y a la capacité d'opérer la fonction d'étancher la soif, par exemple. Quand elles voient de l'eau, elles savent très bien qu'elles peuvent aller boire. Ouais, donc, on mhm. pourrait dire, en effet, il y a la capacité d'opérer la fonction d'étancher la soif qui apparaît quand l'eau apparaît. Et donc, en effet, elles n'ont pas nécessairement la convention linguistique eau ou Mhm. H2O ou water, etc. Mais elles savent qu'elles peuvent aller boire. Donc, c'est une chose familière et en plus, il y a la capacité d'opérer la fonction. Ouais, d'étancher la soif. Donc, après, on pourrait débattre. Est-ce que c'est contradictoire, ces deux types de conditions valides? Celles qui, comment dire, euh, celles qui sont familières, celles qui ont un objet familier et celles à laquelle apparaît la capacité d'opérer une fonction. C'est pas nécessairement contradictoire, comme dans le cas des Non. vaches qui boivent de l'eau. Et donc, en effet, c'est une chose familière, elles ont déjà vu de l'eau, etc. Donc, elles savent elles peuvent boire. Et j'imagine que la capacité d'opérer la fonction d'étancher la soif apparaît. Ouais. Oui, Bah, looping, par exemple. Quand on va en montagne, on passe à un endroit, non, non, mais où il y a une fontaine, etc. Tu es sûr que quand il redescend, mais peut-être 300, 400 mètres avant, il va courir, il sait que cet endroit, il va pouvoir boire s'il n'a pas bu de toute la randonnée. Donc, ouais, il associe bien à quelque chose
un truc familier, tac, on peut boire, et après, bah, ça permet il sera une fonction. Donc, il associe bien ça. Exactement. Donc, je Tout à pense qu'il y a fait. plein d'animaux qui font la même chose, hein. Exactement. Même si Looping est particulièrement intelligent. Non, non, mais C'est mm, vrai. Mais en effet, il peut y avoir ces deux-là. Ouais, s'il sait très bien qu'il va pouvoir boire, en effet, il a l'habitude, il sait ce qu'est l'eau, etc. Donc, c'est une chose familière. Et en plus, il sait que s'il a soif, il pourra étancher sa soif. Donc, c'est Mais magnifique. ça peut être inné aussi. Comme les canards, quand les bébés canards qui vont courir à l'eau, ils n'ont jamais vu l'eau, quoi. ou les Donc ça peut être tortues. inné. Exactement. Ouais, les Oui, tortues. tout à fait. Ça peut être inné, c'est instinctif. Ouais, c'est un petit peu associé aux empreintes. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait parler de l'ADN, pourquoi pas, mais on pourrait dire qu'il y a les empreintes qui sont très très fortes dans leur Mm. continuum, du point de vue bouddhiste en tout cas. Mais c'est vrai que du point de vue scientifique, on dira c'est l'ADN ou c'est l'instinct. Ouais, très bien. Et donc en effet, dans ce cas-là, ça peut être inné. Ouais, exactement. Génial. Eh ben, c'est super. Excellent. Donc, ce serait quoi? Un autre exemple serait une perception directe sensorielle qui appréhende de l'eau. Ah bah tiens, exactement. Comprend sans eau. Je pense que ça doit être des empreintes. Je l'ai lu je ne sais combien de fois ce livre-là, donc fondamentalement, ça sort tout seul. Très bien. Un autre exemple serait une perception directe sensorielle qui appréhende de l'eau. Comprend sans autre pensée que l'eau est capable d'accomplir la fonction de mouiller et d'humidifier, donc qui est fluide et humidifiante, ouais, c'est sa définition, ou celle qui appréhende une aire de terrain comme pouvant servir de base ou de support. Ouais, ok. D'accord. Donc, dans tous ces exemples, c'est la perception directe sensorielle elle-même qui comprend son objet, que son objet est capable d'opérer une fonction, ouais, d'accomplir une fonction. La conscience visuelle voit que le feu peut cuire et brûler, que l'eau peut mouiller et humidifier. Ouais. Donc, en effet, la conscience visuelle est assez intelligente, elle est comme looping. La conscience visuelle, plein de gens ne seraient pas d'accord avec ça. Les Sakyapa, par exemple, diraient non, non, la conscience visuelle est totalement stupide. Mais la conscience visuelle, les consciences sensorielles, les perceptions directes sont totalement stupides. Mais chez les Gelugpa, les consciences visuelles peuvent être entraînées. Oui, Ouais. oui, ça On avait dit que les perceptions sensorielles étaient suivies d'un instant minime de précognition mentale. Donc, est-ce que, justement, parce que tu entraînes, à chaque fois, si tu envoies un signal, ben, l'eau, tu peux boire, l'eau, tu peux boire, ce qui fait qu'à force de l'entraîner, je ne sais pas, est-ce que ça peut expliquer ça? Puisqu'il y a un truc oui, mental derrière. Mais bon, je ne sais pas. oui, Ou c'est dans nos... Je ne sais pas. ouais. Alors, le truc mental lui-même, il est inattentif parce que c'est Ou- trop bref. Ouais. Ouais, Mais, mais ouais. plein d'inattention, est-ce que ça peut pas faire une attention, c'est ça que je veux dire? Mm. Alors, ouais, ça pourrait poser la question chez les autres, en tout cas. Ils ne seraient pas d'accord pour dire que la perception directe mentale va aider à comprendre l'objet lui-même. Les Prasangika, oui, il semble que oui, dans un des passages du Madhyamakavatara, le Matsongkhapa va dire que oui, la perception directe mentale, c'est ça qui permet de valider d'une certaine manière ce que perçoit la conscience sensorielle. Ouais, c'est ce qui va corroborer ou c'est ce qui va faire qu'on a bien compris de quoi il s'agit. Mais chez les autres antiquaires, ça poserait question parce que ce moment de perception mentale est nécessairement infinitésimal et donc trop bref pour pouvoir certifier quoi que ce soit, tant que la personne ne devient pas un aria. Mais ça pose question parce que même quand la personne devient un aria, qu'est-ce qui fait que cette perception directe mentale, qui n'est pas yogique, réalise quand même quelque chose? Peut-être que dans ce cas-là, la perception directe yogique permet d'entraîner son esprit suffisamment pour que ce moment de perception directe mentale ne devienne plus inattentif. Mais ça, je ne vois pas du tout comment ça peut fonctionner. Parce que dans ce cas-là, une perception directe yogique et une perception directe mentale, c'est deux choses quand même différentes. Une perception directe yogique, c'est nécessairement une perception mentale, mais cette perception mentale qui suit le moment de perception sensorielle reste infinitésimale. Ouais, qu'est-ce qui fait que la perception yogique de l'Arya engendre une certification de cette perception directe mentale? Ça pose question quand même, en tout cas pour moi. Tu avais dit que pour avoir une perception yogique, il faut avoir au moins chiné, en fait. C'est ça ou pas? Nécessairement, au moins, Et au d'un autre moins. côté, tu avais dit que
les gens qui étaient clairvoyants, parce qu'il y a des Oui. gens, voilà. Ce sont des gens qui ont développé chiné, mais ça ne veut pas dire que, voilà. Donc, est-ce que justement une perception yogique comme tu as chiné te permet d'avoir une sorte de clairvoyance et de voir certaines choses que, comme, voilà, d'aller dans ce Oui, sens-là en fait. Je sais pas. oui. Oui, on pourrait dire que si... Alors, ça dépend. Ça dépend. Parce que pour la perception directe yogique, il y a au minimum Shiné et Rakton. Ouais, Shamatha et Vipassana, l'union des deux. Ensuite, ça devient non conceptuel. Et là, on a une perception directe yogique. Ouais. Après, pour les clairvoyances, il ne faut pas uniquement Shiné, il faut en plus obtenir les dhyānas. Au moins un niveau effectif de dhyāna. Je parlais des clairvoyances Ouais. pour un être ordinaire, moi, pas pour les gens qui Oui, sont. et juste... Eh ben, ah Oui, bon? tout à fait. Oui. Ça veut dire que quelqu'un qui a réalisé le premier dhyana de la forme, le second dhyana, les 4 dhyanas de la forme, les 4 du sans forme, ça reste une personne ordinaire, parce que cette personne n'a pas encore une réalisation yogique des 4 nobles vérités, des 16 aspects, etc. pour les sauts antiques. Ouais, ça veut dire que, ça veut dire que quelqu'un qui est, par exemple, chez les non-bouddhistes, il y a les devas de la forme et du sans forme. Ouais. Et donc, les non-bouddhistes, ils n'ont pas Vipassana qui réalise le non-soi. Et donc, pour les non-bouddhistes, c'est nécessairement des non-arias. Et pourtant, ils ont obtenu ces niveaux de la forme et du sans-forme. Non? Ça veut dire que ces niveaux, si on arrive à avoir chiné, enfin, on dépasse, donc on ne perd pas ça. De vie en vie, ça reste tout le temps là alors. Alors, Autant ça on dépend. peut. Ah bon? Ça dépend. Ça veut dire qu'il faut accumuler un karma immuable. Si la personne a développé shamatha, mais plus que shamatha, un niveau effectif de Hum. dhyana, etc., ou un niveau qui relève d'un dhyana, et que cette personne accumule dans ce cas-là un karma immuable, elle va renaître dans ce même niveau de la forme. Ouais. Mais si entre-temps ça a dégénéré, il n'est pas certain que la personne puisse renaître dans le monde de la forme. C'est pas certain. Après, là, tout ce qui relève des terres et des voies, je suis beaucoup moins, encore plus ignorant que pour le reste. Donc, dans ce cas-là, je ne pourrais pas trop affirmer. Mais d'après ce qu'avait dit Venerable Geshe Gensen à Nalanda, il avait dit que euh, pour avoir les clairvoyances, la faculté dominante, la condition dominante des clairvoyances, c'est au moins un niveau effectif de dhyana, de concentration dans la forme et du sans forme. Ouais, donc, au minimum, quelque chose qui relève du premier dhyana de la forme. C'est ça la condition dominante d'une clairvoyance. Ouais. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, euh, par exemple, c'est ça qu'il avait dit. Il avait dit que les arhats du véhicule fondamental ont nécessairement des perceptions directes yogiques, mais n'ont pas nécessairement réalisé les niveaux de la forme et du sans forme. Ils peuvent s'en passer. Ça pose question. Parce que- Ouais, ça veut dire que pour avoir une réalisation yogique, il y a nécessairement un minimum shamatha et vipassana. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'un niveau de dhyana de concentration. Ouais, dès qu'on a shamatha et vipassana, ça suffit. Et ensuite, bien sûr, une réalisation directe. Et donc là, on a une perception directe yogique. Alors qu'une clairvoyance nécessite quelque chose de plus que shamatha. Il n'y a pas besoin de vipassana, le vipassana qui réalise le non-soi. Il y a nécessairement un type de vipassana, qui est le fait d'analyser le niveau grossier et subtil de la forme, etc. Donc là, c'est un type de vipassana, mais ce n'est pas le vipassana qui réalise le non-soi. Donc ça ne peut pas engendrer un arya, c'est dans ce cas-là. Par contre, cette personne peut avoir des niveaux de concentration extrêmement puissants, mais ces niveaux de concentration ne l'aident pas du tout à sortir du samsara. Ça ne fait que mettre de côté temporairement les afflictions des niveaux plus grossiers. Ouais. Mhm. C'est ce que disent aussi les textes sur les écoles, hein, dans le Madhyamaka-avatara. Aussi, c'est mentionné. Ça veut dire qu'à la toute fin, d'ailleurs, du texte, la Tsongkhapa dit qu'en effet, les arhats du véhicule fondamental, les arhats qui ne sont pas prasangika, non, il parle même pas des arhats, il parle des personnes qui ont développé ces niveaux de concentration de la forme et du sans-forme. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont mis de côté temporairement toutes les afflictions, sauf celles du pic du samsara. Ils ont toujours un attachement très subtil au pic du samsara, mais ils n'ont plus les attachements grossiers du désir, de la forme, etc. Attachement au pic du samsara, ça veut dire qu'ils sont attachés au monde de la forme et du sans forme. C'est ça? Alors, ça veut dire qu'ils sont attachés au niveau dans lequel ils sont. Ça veut dire qu'ils ont Ouais. un attachement au quatrième niveau du sans-forme, et donc dans ce cas-là, ils ne peuvent pas transcender cet attachement-là, puisqu'ils n'ont pas la réalisation du non-soi. Ok. Ouais, donc ça veut dire qu'ils ont mis de côté uniquement les afflictions des niveaux plus grossiers
ils ont les niveaux manifestes d'affliction de ce niveau très subtil, et ils n'ont plus les aspects manifestes des afflictions plus grossières, mais elles reviendront à la vitesse d'un cheval au galop dès que cette personne quittera ce 4e niveau du sans-forme. Mais ils ont les graines encore. Exactement, c'est pourquoi on dit que c'est juste une neutralisation temporaire. Une vraie élimination, un vrai abandon, c'est quand les graines sont éliminées. Exactement. Ouais, Ok. très bien. C'est un peu compliqué tout ça, hein. Mais c'est intéressant, ça permet de voir en effet cette science contemplative bouddhiste qui est extrêmement détaillée par rapport à ces niveaux de concentration. Est-ce que ces niveaux de concentration, s'ils ne sont pas associés aux 16 aspects des 4 nobles vérités, il n'y a aucune chance de sortir du samsara pour les Suotrantika en particulier. Ouais, ça veut dire que shamatha et vipassana doivent être employés pour réaliser ces aspects de la réalité profonde, pour être sûr d'échapper au samsara. Sinon, on ne fait que un rallongi. On peut renaître pendant des siècles et des siècles dans un niveau de concentration, etc., voire même un peu dans une forme de coma très, très subtil. Mais est-ce qu'on sort du samsara pour autant? Non, il y a toujours des graines, et donc c'est rebelote. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Et donc, voilà. Bah, tiens, justement, une illustration d'une cognition valide directe aperceptive est une perception directe autocognitive, donc qui fait l'expérience d'une cognition valide. Ouais, c'est magnifique ça. Ça veut dire que vous avez une cognition valide du bleu, et cette cognition valide du bleu est elle-même l'objet d'une cognition, d'une autocognition. Ouais, très bien. Ensuite, une illustration d'une cognition valide directe yogique est une sagesse qui réalise directement le non-soi de la personne. Ouais, c'est exactement ce dont on vient de parler. Hum. Magnifique ça. Très bien. Le non-soi, Ensuite, c'est le non-soi autosuffisant et substantiel, c'est celui-là? Puisqu'on est chez exactement. Ouais, d'accord. c'est celui-là ouais, qui est un peu compliqué. Ouais, l'absence d'un soi autosuffisant et substantiel. On en avait parlé une fois dernière, je me souviens. On avait parlé même plein de fois. On avait dit qu'il n'y a pas de soi autosuffisant et substantiel, dans le sens qu'il n'y a pas de personne qui contrôle les agrégats, qui pourrait ne pas dépendre des agrégats et qui les contrôlerait en plus. Ouais. Exactement. Et donc ensuite, il y a une sagesse qui réalise directement le non-soi de la personne, est appelée une réalisation directe. Nguyen-sum du Torpa. Exactement. Parce qu'elle réalise le non-soi par le pouvoir de l'expérience et non par voie d'une généralité de sens. Ouais. Mais cela reste dans le système Sotrantika une réalisation implicite plutôt qu'une réalisation explicite, parce que l'aspect de l'objet, donc le non-soi de la personne, n'apparaît pas réellement, puisque c'est un phénomène permanent qui ne saurait être l'objet apparent d'une perception directe. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, ça vous parle? Faut que tu recommences, là, ça a été... Pour moi, il faut que Sans tu recommences, trembler des genoux. ou que tu Ouais, ça joue. retraduis. Ici, en effet, ils vont dire que euh, réalisation directe, ouais, mesure de Torah. Donc, une réalisation directe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une réalisation non conceptuelle. Mm. Ouais, c'est ça que ça veut dire, une réalisation directe. Mm. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, cette règle d'or, écrite en lettres de feu sur la voûte céleste, c'est que les phénomènes permanents sont uniquement les objets apparents des... Des conceptuels, des conditions conceptuelles, des permanents. Exactement. Hum. Et les impermanents sont les objets apparents des... Les impermanents, des directs. Oui, les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. Et les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles, des cognitions conceptuelles. Donc, les permanents ne peuvent pas apparaître aux perceptions directes. Ouais, ça joue. Mais Oui, 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 oui. ils pe- ils peuvent être réalisés par des perceptions directes, mais pas en apparent, pas en apparaissant, pardon, Pas en sans apparent, oui, apparaître à oui. cette perception. Donc, quelque chose qui est réalisé par une cognition sans que cela apparaisse à cette cognition, c'est réalisé Hum. implicitement. Mhm. Ouais, ça veut dire, par exemple, vous regardez dans la boîte aux lettres, est-ce qu'il y a du courrier dans la boîte aux lettres? S'il n'y en a pas, vous réalisez directement l'absence de courrier dans la boîte aux lettres. Mais cette absence n'apparaît pas parce qu'elle est permanente. Elle n'apparaît pas à la perception directe, donc elle est réalisée directement, mais implicitement. Hum. C'est-à-dire qu'on C'est ça on que veut dire. passe Oui, par une cognition directe, donc, et on en déduit un truc référentiel. C'est le oui, média, alors en là, fait. Non, c'est pas ça?
Ouais, on dirait que c'est même pas inférentiel parce que c'est une perception directe. Ouais, on pouvait réaliser Oui, mais tu le directement. déduis bien. Si tu vois qu'il n'y a pas de courrier, t'en déduis bien. Enfin, tu vois qu'il n'y a rien. Donc, t'en déduis quand même qu'il n'y a pas de courrier. Donc, c'est bien inférentiel. Alors, Parce que ça pourrait la poser. lettre peut tomber derrière la boîte. Ah, Alors, imaginons que ce soit pas possible qu'elle tombe derrière la boîte. Si par exemple, je vous demande, est-ce qu'il y a, à part vous, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce? a priori, non. Vous ne faites pas de déduction, c'est direct, c'est pif, paf, pouf. Et Non? je me suis posé qu'il y a des araignées. Il y a peut-être des araignées ici. Oui, est-ce qu'il y a un autre être humain? Parce qu'il pourrait y avoir des prétas, etc. Et là, on ne pourrait pas savoir s'ils sont là ou pas, en effet. Donc, ma question est mal posée. Mais y a-t-il un éléphant, un vrai éléphant dans votre pièce? J'imagine que non. Ouais. Donc, en effet, vous avez besoin de savoir ce que vous cherchez. Donc, vous avez besoin d'une conscience conceptuelle qui est à l'image de l'éléphant. Ouais. Mais votre conscience visuelle réalise l'absence de l'éléphant et elle le réalise directement. Mais implicitement, parce que cette absence est permanente, elle est temporairement permanente. Enfin, j'espère qu'elle est définitivement permanente. Si s'il s'agit d'un éléphant, j'espère qu'il n'y a pas de cirque à côté de chez vous. Mais en effet, si c'est une absence, c'est permanent. Une absence est permanente, elle n'a pas de substance qui se transforme. Et donc, si elle est permanente, elle ne peut pas être l'objet apparent d'une perception directe. Mais elle peut être réalisée par cette perception directe, en dépendance, bien sûr, du concept éléphant. Y a-t-il un éléphant dans la pièce? Parce qu'il faut savoir ce qu'on cherche. On pourrait très bien dire, oui, il n'y a pas de soucoupe volante dans ma pièce, oui, il n'y a pas de cocotier dans ma pièce, oui, il n'y a pas d'éléphant dans la pièce. Donc, il faut quand même avoir le concept de ce qu'on recherche. Une fois qu'on a ce concept, il y a quand même la perception visuelle qui certifie par elle-même l'absence de ce truc. Mhm. Non? Mhm. Si, si. Mais cette absence ne lui apparaît pas puisqu'elle est permanente. Donc, elle est réalisée implicitement. Et ensuite, quand vous analysez, vous vous dites, ah, bah, puisque je ne le vois pas, ça n'existe pas, etc. Il n'y a pas d'éléphant dans ma pièce, parce que s'il y en avait un, je le verrais. Dans ce cas-là, oui, c'est une inférence. Et dans ce cas-là, l'absence d'éléphant apparaît bien à votre conscience conceptuelle, puisqu'elle peut le faire. Puisqu'elle est permanente, elle peut être l'objet, elle est nécessairement l'objet d'une conscience conceptuelle, l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ouais, ça joue. Donc le non-soi, maintenant le non-soi. Le non-soi, est-ce qu'il est permanent ou impermanent? Il est permanent. Il Bah, est, il est non, la négation, donc il est non. Il est Il est permanent. permanent. il est permanent, exactement. Malgré tout, il peut être réalisé. Sinon, le Bouddha aurait fait la publicité mensongère quand il a parlé des quatre nobles vérités, etc. Il aurait dit oui, il y a la possibilité du nirvana, mais moi, je ne l'ai pas réalisé. Donc, en effet, le Bouddha a réalisé le non-soi nécessairement. Et il l'a réalisé directement. Parce que si c'est que conceptuel, bah, ça suffit pas. Ouais. Et donc, pour être un Arya, il faut réaliser directement le non-soi, nécessairement. Ouais. Donc, il est Mhm. réalisé directement au moyen d'une perception directe yogique, mais il n'apparaît pas à cette perception directe yogique puisqu'il est permanent. Donc, il est réalisé De façon. directement, mais implicitement. Ouais, ça joue. Mhm. Ça veut Oui. dire que les agrégats apparaissent explicitement à la perception directe yogique et l'absence de soi dans ces agrégats va être réalisée toujours par cette perception yogique, mais implicitement, sans que ça apparaisse à cette perception yogique. Ouais, ça joue. C'est Mhm. comme Comme l'histoire de l'absence de votre l'éléphant, dans la alors. boîte, comme l'histoire de l'éléphant, de l'absence d'éléphant dans la pièce. Exactement. Très bien. Mais, Sauf que là, dans le mais- cas de la perception directe yogique, il n'y a même pas de concept. Ouais, la personne savait déjà ce qu'elle était en train de chercher avant même d'avoir la perception directe yogique. Au moment de la perception directe yogique, elle ne se pose pas la question, y a-t-il un éléphant? Y a-t-il un soi autosuffisant vie substantielle? Il n'y a pas de concept dans ce cas-là. Ah oui, parce que là, il est inférentiel et après, ça nous amène à une perception directe yogique, c'est ça? Exactement. Ouais, ça joue. Mm. Ok. Donc ça, ce passage est très important. Très, très important. Donc en effet, donc on va le relire, une sagesse qui réalise directement le non-soi de la personne est appelée une réalisation directe parce qu'elle réalise le non-soi par le pouvoir de l'expérience. C'est ça que veut dire une réalisation directe. Ouais. Et non par voie d'une généralité de sens. Mais cela reste, dans le système Suotrantika, une réalisation implicite plutôt qu'une réalisation explicite parce que l'aspect de l'objet, donc le non-soi de la personne, n'apparaît pas réellement puisque c'est un phénomène permanent qui ne saurait être l'objet apparent
d'une perception directe. Ouais, si on le Donc, relit, c'est plus clair. en Oui, fait, vas-y. il faut rien chercher parce qu'il n'y a rien. C'est-à-dire, quand moi j'arrête de chercher, je cherche quelque chose, donc le non-soi, mais en fait, j'arrête de chercher, donc, parce qu'il n'y a rien à chercher. Mhm. Alors, on pourrait dire que Quelque part, il y a ça quand même. Du coup, je cherche le ouais, non-soi, et puis en fait, il n'y a rien à chercher. Donc, au moment où j'ai compris qu'il n'y a rien à chercher parce qu'il n'y a rien, je vais déjà dans le bon chemin. C'était un oui, peu l'idée, d'une non? certaine manière, on pourrait dire ça. Par exemple, ok, si par exemple on cherche une licorne dans la pièce ou un éléphant Ah, dans la pièce, un éléphant rose dans la pièce, on va le chercher, mais on va pas le trouver. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? L'absence d'éléphant dans la pièce. Ouais, t'as une licorne, c'est de la triche. Donc, une vraie licorne qui respire, qui a du sang argenté, comme dans Harry Potter. Et donc, en effet, une, euh, une, ouais, si on cherche un éléphant rose ou un cercle carré, si vous cherchez un cercle carré dans la pièce, vous ne le trouverez jamais. Ouais. Donc, mm, qu'est-ce que vous trouverez? L'absence de cercle carré. Ouais, donc ça, mm, c'est bien trouvé. Donc, on cherche un soi autosuffisant et substantiel dans les agrégats, et comme il n'existe pas, on ne le trouve pas, on trouve son absence, on trouve le non-soi. mm, Ouais, très bien, c'est exactement ça. Bravo, mais ce non-soi, comme il est permanent, il n'apparaît pas à cette perception yogique, même s'il est réalisé par cette perception yogique. Ouais, il est réalisé implicitement. Certains érudits marquent la distinction entre réaliser directement, en anglais ils disent realize, donc en français ils ont mis réalise, en fait c'est réaliser directement, Ngunsum du Torpa en tibétain, et réaliser au moyen d'une perception directe. Ouais. Ngunsum Gi Torpa, avec un instrumental. Ga Yata Gya, Gigugi, Sa Gi. Ouais. C'est un instrumental. Arguant qu'une perception directe yogique qui réalise le non-soi de la personne réalise ce non-soi au moyen d'une perception directe et non directement. Donc certains érudits, et Gelugpa en particulier, diront qu'il n'y a pas de perception directe du non-soi, mais le non-soi est réalisé au moyen d'une perception directe. mm. Ouais. C'est un peu cette différence. Ils vont faire une différence entre Ngonsum du Torpa et Ngonsum Gi Torpa. Ouais, donc certains diront comme ça, et même dans certaines traductions, certains disent il n'y a pas de réalisation directe du non-soi. Donc ça pose question. Ouais. Donc à mon avis, ils disent il n'y a pas de réalisation explicite du non-soi. Il n'y a pas de réalisation Mm. directe explicite du non-soi. Mais il y a bien une réalisation directe du non-soi, sinon personne ne deviendrait un Arya. Les quatre Mm, nobles vérités deviendraient impossibles, etc. Ouais. mm, Mm. mm. Ok, donc on en reparlera la fois prochaine. Normalement, c'est vendredi prochain, je crois, me semble-t-il. Ah, peut-être pas, attendez. Tu vas à Genève? Oui, je vais à Genève, donc il n'y aura pas vendredi prochain. Il n'y aura pas à connaître l'esprit. Donc, je referai un petit résumé de ce qu'on a fait là sur le Ah, WhatsApp et sous la vidéo. Et on essaiera d'en reparler la fois prochaine, donc normalement dans 15 jours. Merci beaucoup, c'était un merci. immense plaisir. Prenez bien soin de vous et toujours pour le bien de tous les êtres. Ouais, pour la paix dans le Merci monde, pour la beaucoup. longue vie et Merci. l'excellente santé de tous nos grands maîtres et pour l'éveil de tous les êtres le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Prenez bien Merci. soin de vous et bonne journée. Peut-être à ce soir pour les débats. On ne sait jamais. Oui, Merci. merci. À plus tard. Salut. Salut.